Né de l'imaginaire d'Enki Bilal en 1992, puis concrétisé par l'artiste néerlandais Jeppe Rubing en 2003, ce sport qui mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs est aujourd'hui en plein essor car il est tout simplement génial. Bienvenue dans le podcast du chessboxing. Salut Guillaume, je suis très contente de te recevoir dans le podcast pour le 6e épisode déjà, après avoir reçu Enki Bilal, Thomas Cazeneuve, Lara Armas, qui sont comme toi des piliers du chessboxing en France. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, étant donné qu'on travaille ensemble depuis bientôt 2 ans, et d'ailleurs de façon exponentielle, c'est-à-dire que je travaille aujourd'hui avec toi sur tous tes projets. Et je pense que ce paramètre va rendre l'épisode assez spécial, parce qu'on est tellement proches professionnellement que je vais pouvoir aller vraiment creuser, aller chercher des réponses bien plus profondes et bien plus poussées que des questions superficielles et notamment des questions que tu as pu avoir en interview ou dans les différents médias dans lesquels tu es passé. J'ai envie qu'à la fin de cet entretien, on se dise vraiment qu'on comprend qui tu es, où tu veux aller et pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des réponses. Donc Guillaume, t'es français, t'es né à Nîmes, t'as vécu longtemps à Montpellier, aussi à Paris. T'habites aujourd'hui à Sète depuis bientôt 4 ans et t'as créé un festival en 2006 qui s'appelle le Worldwide avec un DJ londonien qui s'appelle Gilles Peterson. T'organises encore aujourd'hui des soirées et des concerts à Montpellier. T'es patron de 2 sociétés, donc Snapshot et Oppidum. T'es aussi président de la Fédération de Chessboxing de France, mais aussi directeur et patron de la Ligue IFC, donc Intellectual Fight Club, qui est actuellement la plus grosse ligue événementielle de chessboxing à l'international. Tu as produit un documentaire qui s'appelle Mental Combat, qui a été diffusé à partir de 2023, qui retrace la création de la fédération et le premier voyage de l'équipe de France à Antalya, en Turquie, en 2019. Tu travailles aujourd'hui sur plusieurs projets de films d'animation, mais aussi une série et un film. Bref, tu fais vraiment beaucoup de choses et on travaille sur tous ces projets ensemble. Mais dis-moi quand même, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas, mais le truc, c'est qu'en écoutant tout ce que tu dis, je me suis dit, waouh, ça fait quand même beaucoup. Mais en fait, pour ceux qui écoutent, il faut aussi savoir que tout ce que je peux faire, enfin, tous les projets que je peux développer sont les conséquences des projets que je mets en place. J'ai commencé donc par faire des événements musicaux, des soirées à Montpellier au début des années 2000, même un peu avant. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire ce festival à Sète, parce qu'on était à Montpellier. Sète, moi, ça me plaisait beaucoup, je connaissais bien, bref. Et ce festival, donc on l'a fait avec Yvan et Boris, c'était mes associés à l'époque, et on a commencé comme ça de façon très amateur. Et puis voilà, une chose, une autre, le plaisir qu'on prenait, ça fait 20 ans. Et durant ce festival, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à avoir envie de faire des films. Donc, on a créé notre société de production audiovisuelle qui nous a amené sur Mental Combat parce qu'à ce moment-là, je m'intéressais au chessboxing. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que tout s'est fait de fil en aiguille comme ça et que les projets amènent les projets, les rencontres avec les gens amènent les projets et amènent l'envie de faire des choses. Et toi, voilà, ben toi, c'est ce que tu dis aussi, Mona, ça en est la preuve parce qu'on s'est rencontrés grâce au chessboxing. Tu gérais le club de Paris avec Xavier. Et moi, je crée la Fédé à peu près au même moment. Et on s'est rencontrés comme ça. Et puis, du coup, de fil en aiguille, on s'est bien entendu. Et moi, je fonctionne vachement comme ça. Quand j'ai autour de moi des gens que j'estime intelligents, brillants, rapides, sympas, drôles, enfin, il y a plein de critères comme ça qui, moi, m'intéressent chez les gens, ben, les projets se montent automatiquement. Et ben, toi, on a commencé comme ça à la Fédé, puis je t'ai dit, ben, viens sur les IFC, puis viens sur le festival, et viens sur les autres projets de films qu'on fait en ce moment. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire toutes ces choses-là parce qu'elles ont un sens. En fait, elles se tiennent, elles se lient. Et voilà, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais au final, quand on est bien entouré comme je le suis par toi et par toutes les autres personnes qui m'entourent dans les différents projets, ben en fait, ça se passe plutôt bien et on prend du plaisir. Et moi, pour le coup, c'est vraiment mon moteur, c'est prendre du plaisir dans ce que je fais dans mon travail, puisque c'est à peu près la seule chose que je fais de ma vie. Donc il vaut mieux que je m'amuse, quoi. Très bonne intro. Et la première question que j'ai décidé de te poser,
C'était pour revenir pas mal en arrière. Quelle est la place du sport dans ta vie? Alors moi, le sport, bah, c'est déterminant capital. C'est-à-dire que tout petit déjà, bah, j'étais hyper sportif. Enfin, hyper sportif. J'adorais le sport, j'adorais le foot. Mon père était un très bon footballeur qui a vu sa carrière de professionnel arrêtée à 18 ans à cause d'une blessure au genou. Et mon père nous a tout de suite mis au foot, on a toujours joué au foot, et très rapidement, il nous a mis au tennis. Alors, je sais pas pourquoi, mais il avait ce truc-là un peu. Mon père était un peu paysan, prolétaire, et il avait envie qu'on aille jouer au tennis, que ses enfants jouent au tennis. Donc on s'est mis, et puis avec mon frère, on était plutôt pas mauvais. Donc, du coup, mon frère, lui, s'est arrêté rapidement. Et moi, très rapidement, je commençais à aller en club, à faire les compètes, championnat du Gard, championnats régionaux. Et je suis allé en sport-études, en collège sport-études à Nîmes. Il y avait un sport-études un peu adapté. Et du coup, bah, j'ai fait mon collège à fond dans le sport, quoi. C'est-à-dire, je faisais du tennis 4 fois, 5 fois par semaine. Et puis là, on avait envie d'aller un peu, on se disait, est-ce qu'on peut aller à un haut niveau? Très rapidement, hein, on a très vite su que je ne pourrais pas gagner Roland-Garros. Enfin, il y a des trucs comme ça, il y a des standards à avoir et je les avais pas à 14-15 ans, mais quand même, j'avais un bon petit niveau. J'ai fini éducateur de tennis, voilà. Mais j'ai très rapidement, enfin, j'ai arrêté après la troisième. Je me suis blessé, je me suis mis au foot. Donc là, j'ai joué au foot jusqu'à mes 18 ans. Et voilà, donc je suis passionné par le sport depuis toujours. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vécu avec cette image un peu de sportif pendant toute ma scolarité. L'image du sportif dans les années 80, parce que moi, ma scolarité, c'est dans les années 80. C'était un sportif ne pouvait pas justement ne pouvait pas aimer la bonne musique ou ne pouvait pas aller au théâtre, ce genre de choses, tu vois. Et ça, je l'ai ressenti, mais c'était un truc de fou parce que moi, à cette époque-là, au collège, j'écoutais Prince, The Cure, Kate Bush, tu vois. J'écoutais des trucs vraiment assez indie pour l'époque, pour un collège, tu vois, pour un collégien. Et je voyais dans les yeux de mes potes qui pensaient que j'étais un sportif que c'était pas possible. Par exemple, j'adorais le théâtre, je faisais du théâtre au collège, et tout le monde se disait, mais attends, le gars, il est en survêt toute la journée, il a une raquette de tennis en permanence. Donc c'était drôle. Moi, je m'en foutais parce que vu que je kiffais tout ça, enfin, j'ai toujours fait les choses qui me plaisaient, donc je m'en fichais un peu de ce qu'on disait, mais j'ai toujours vu cette limite-là. Et ça a fait écho avec quand j'ai découvert le chessboxing. Parce que, en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu des discussions avec Enki, enfin, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais j'ai eu des discussions avec Enki à ce sujet-là et il ressentait la même chose que moi et on est très content à travers ce sport d'avoir pu enfin, su concilier le sport et la culture. Moi, je pense que et c'est très français parce que je pense qu'en Angleterre, ils n'ont pas ça. Il y a de la drum and bass dans les charts, il y a les gens qui aiment le foot, enfin voilà, aiment la bonne musique. Enfin, ça va ensemble, quoi. En France, il y a cette barrière-là que je trouvais un peu nulle, qui est complètement abolie avec le chessboxing. Et ça, j'avoue que j'ai un petit. À chaque fois que voilà, que j'y pense, je me dis, bah, c'est une petite revanche sur cette époque, je trouve. Après, la place du sport, bah, alors après, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, à 18 ans, j'arrête le foot et je reprends le tennis et je me dis, OK, je vais me faire un peu des sous parce que j'ai un bon petit niveau, j'ai mon classement qui a baissé, donc je vais aller gagner les tournois, ce qu'on appelait non classé quatrième série, donc je vais me gagner 1000 balles par-ci, par-là. Et je fais mon premier tournoi dans mon club d'origine. Et en fait, je suis en demi-finale et là, j'ai complètement changé de tempérament parce que j'ai joué 3 ans au foot. Et donc, dans un petit village où on s'insultait, on se battait, enfin, c'était complètement deux ambiances différentes. Et je reviens avec un tempérament beaucoup plus tempétueux, je sais pas si ça se dit. Mais en gros, je dis des gros mots sur le terrain et tout. Et je me fais exclure du tournoi. Donc, je ne le gagne pas, ce tournoi. Et donc, je me dis, putain, je passe mon bac à cette époque-là. Je vais faire le deuxième tournoi, qui est le tournoi de mon petit village, mon ancien village où je jouais au foot à côté de Nîmes. Et je suis en finale. Je gagne. Et je vais pour gagner mes 800 francs et pour aller me faire mes révisions et passer un petit été un peu cool. Et là, je me blesse, je me fracasse la cheville, je me fais une fracture du tibia. Et vraiment, je suis à 4-3 dans le deuxième set, je vais gagner. Et là, je me retrouve avec un plâtre pendant 3 mois. Je fais mes révisions du bac avec le plâtre. Et là,
Je décortique toutes les chansons des Smiths. J'apprends à parler anglais parce que j'écoute les Smiths à fond et je me mets à jongler. J'apprends à jongler à ce moment-là parce que je suis complètement immobile. Et en fait, après cette blessure, je passe mon bac et après cette blessure, je pars à la fac et j'avoue, je laisse un peu tomber le sport. Et là, j'ai 19, 20 ans et je suis à Montpellier à la fac avec les copains. T'imagines, on fait n'importe quoi. Et j'arrête complètement le sport et ça m'a suivi comme un regret parce que ça, c'était à 20 ans et en fait, je découvre le chessboxing à 45 ans quand vraiment, au bout de 20, 25 ans de boulot, de fête, ouais, il y a un peu d'excès parce qu'on travaille la nuit. Je me retrouve pareil à un moment de ma vie où, en fait, quand je découvre le chessboxing via mon cousin et que je me dis, OK, il y a un intérêt au niveau de l'événementiel, mais surtout, il y a un intérêt sportif pour moi, ne serait-ce que côtoyer des gens qui font du chessboxing. Je me suis revu dans voilà, dans cette jeunesse-là, hyper sportive, où il y avait les compètes, où il y avait les détections, où il y avait tout ça. Et en fait, j'ai eu une sorte de... Ça s'est fait naturellement, en fait. Le sport est revenu à moi. Je le vois comme un cycle, tu vois, de 0 à 20 où j'ai été très sportif, de 20 à 40 ou pas du tout. Et à un moment donné, bien sûr, bah, tu as des bascules comme ça, tu n'as plus envie de faire la fête, tu n'as plus envie de trop de trucs, et puis tu as plus envie de te lever un dimanche matin et d'aller voir un entraînement de boxe ou un tournoi d'échecs à Montbéliard ou à Nantes, plutôt que de faire une soirée. Et en fait, voilà, je pense qu'en fait, rien n'arrive sans rien. En fait, ce qui nous arrive, c'est juste une réponse à l'histoire qu'on a et ce qui nous est arrivé. Je crois vachement à ça, c'est un peu mystique, mais j'y crois. En tout cas, voilà, ça a été un moment, un moment charnière, un moment important et un moment que j'ai réussi à embrasser parce que j'avais cette habitude-là, parce que j'avais le sport en moi, quoi. Je pense. Je l'ai toujours. Et donc à 20 ans, quand tu arrêtes le sport et que tu commences tes études à Montpellier, tu fais quoi? Je fais n'importe quoi. C'est un truc de fou. En fait, je suis très bon au collège, à l'école. Puis au lycée, on me met dans une école où il y a tous les bons du département qui se retrouvent. Une seconde informatique, on disait à l'époque. Et en gros, la voie royale, c'était genre, vous allez en terminale C, ce qui était les maths, pour faire maths sup, maths p. Enfin, alors, je sais pas si les gens comprendront, mais c'est des vieux trucs. J'ai remarqué que c'était plus du tout les mêmes appellations. Mais bref, et en fait, moi, je veux pas faire ça, parce qu'encore une fois, à cette époque-là, ouais, j'aime bien les maths et tout, mais j'ai envie de faire de l'économie, j'ai envie de faire de la littérature, enfin, pareil, cette envie un peu de faire plein de choses, et pas juste un truc, pas me spécialiser dans des maths, en fait, je vois le piège, tu vois. Et en fait, donc, je fais pas la terminale C, donc je me retrouve un peu dans une voie de garage, je fais une terminale D, c'est de la biologie, et j'ai mon bac un peu à l'arrache, alors que j'étais plutôt bon élève, j'ai mon bac avec 10,02 de moyenne, un truc comme ça, ou 10,2. Et je vais en fac, tu vois, en fac de biologie avec mes deux meilleurs amis. Et là, bah, on est à Montpellier avec mon meilleur pote dans le même appart, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, bon, bah, je rate ma première année, évidemment, lamentablement. J'ai eu 0,5 au partiel de maths. J'étais assez fier de moi. Et l'année d'après, je commence le premier semestre, puis je le rate. Et puis là, ma mère me dit, enfin, mes parents me disent, non, mais là, c'est plus possible, on paye un appart et tout, machin, il faut que tu bosses. Donc, j'ai bossé à McDo, sur la place de la Comédie en 1995, 94-95. Et du coup je me prends une tarte à bosser chez McDo, mais un truc de fou pendant un an où je me disais, putain, attends, j'étais bon à l'école, enfin, j'aurais pu avoir un peu, enfin, je pensais que je ferais des études un peu bien, enfin, tu vois, et là, je me retrouve avec un Doug raté, donc 2 ans de perdu, bosser à McDo, un peu la loose, quoi. J'étais embauché au McDo de la Comédie pour faire les livraisons à 5 heures du mat. Donc, il y avait 2 livraisons par semaine où je me frappais, où j'arrivais à 4h30 et on devait faire rentrer un. Et ça aussi, c'est pour ça que McDo, c'était une horreur, mais ça m'a appris des choses de ouf. Déjà, ça m'a appris à comment essayer de bien manager les gens, parce que les managers, c'était horrible. Je trouvais qu'il n'y avait pas de considération, donc ça m'a appris pas mal de choses. Bref, donc ouais, ça a été un choc. Mais en même temps, enfin, voilà, une expérience, tu vois, où j'ai été en cuisine, j'ai géré des équipes en cuisine pour faire des sandwichs. J'ai été chef d'un sandwich. J'ai été responsable d'un sandwich. Alors, à un moment donné, tu te dis, mais t'es un peu fier, quoi. Tu vois, tu te dis, mais ils sont fous, les gars. Ils m'ont mis dans le crâne que j'étais assez fier d'expliquer à des gens comment on fait un sandwich. Bref, forcément, tu te fais des potes. Alors, il y a des mecs que tu peux pas blairer, mais il y a des mecs avec qui tu deviens pote parce qu'en fait, tu vis une vraie galère. C'est un peu, tu te fais défoncer sur des rushs à midi et donc, du coup, il vaut mieux être pote avec le gars qui est en cuisine avec toi. Et ce qui m'avait frappé, c'était que
il y avait certains mecs qui, en fait, prenaient des vacances et pendant leurs vacances venaient à McDo pour voir leurs potes du resto, tu vois, et qui étaient, voilà, ils créaient une petite famille, une petite communauté. Et honnêtement, moi, j'ai trouvé aussi ça hyper sympa. Si tu veux, au début, j'étais allé là, je m'étais retrouvé, si tu veux, sur le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie, et j'avais 20 ans, 21 ans. Je me retrouve sur la place de la Comédie avec mon petit costume McDo, avec les poches. On avait les poches qui étaient cousues parce que comme ça, tu n'avais pas la tentation de mettre des pièces dans les poches, tu vois, c'est un genre de délire. Je me suis retrouvé là à nettoyer la terrasse et je me suis dit, bon, là, ok, je prends cette expérience, je vais faire un peu de sous, mais il faut que je m'extirpe de là. Donc, du coup, après McDo, j'ai eu la chance d'intégrer un IUT à Nîmes de gestion d'entreprise, d'équipement, de sportifs et de loisirs, c'est-à-dire on étudiait justement comment s'organiser des fédérations, enfin, on faisait de la gestion, mais on faisait aussi, on avait une spécialité dans les équipements sportifs et de loisirs, donc tu vois, comme quoi. Et ça se passe bien la première année, puis la deuxième année, j'ai une embrouille avec une prof, bref, et du coup, il me renvoie. Et là, je me retrouve un peu dans la merde, j'ai 23 ans, 24 ans, et j'ai rien, j'ai juste le bac, quoi. Et là, c'est un peu la panique. Et un truc pareil, un concours de circonstances, je me retrouve à Montpellier, je rencontre un mec qui me dit qu'il fait une école qui s'appelle une école de commerce et qui s'appelle l'Hydrac. J'y vais, tu vois, je rencontre le directeur et je lui explique que j'ai pas de diplôme et que j'ai envie de rentrer, qu'il faut qu'il me fasse rentrer en bac+3 pour avoir un bac+4, mais j'ai pas de bac+2. Donc on discute, il voit que je suis motivé et là il me prend et en fait j'ai une révélation quoi. Je me retrouve, tu vois, dans un enseignement qui est beaucoup plus théorique, des cas pratiques, qui fait parler un peu la créativité. Je me régale et en fait très rapidement je me rends compte qu'il faut que une de mes passions, bah, c'est la musique et qu'il faut que je travaille là-dedans. Et donc, je décide d'orienter tous mes projets pendant ces 2 années autour de la musique. Et en fait, bah, j'ai mes 2 ans et je ressors avec un bac+4. Donc, j'ai un bac+4, mais j'ai pas un bac+2. Ça, c'est un truc qui me fait assez marrer. Et je me retrouve là et puis je me dis, OK, il faut que je gagne un peu de sous l'été. Donc, je pars faire une saison en Corse en tant que barman dans un petit bar au bord de la plage. Merveilleux. Et je rencontre un mec, et ce qui est génial là aussi, pareil, tu vois, c'est pareil, c'est le destin. Je suis serveur, donc je travaille de 1h de l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Et je suis l'après-midi, quand il n'y a plus le resto, je fais la glace, enfin, je fais la limonade, parce que les glaces, tout ça. Et donc j'ai tous les gamins qui viennent, et c'est plutôt cool, tu vois, ils sont tous en maillot. Et j'ai des clients qui arrivent, et tout le monde est en maillot. Donc du coup, tu sais pas si c'est un gars qui a une grosse situation ou s'il est enfin, tu vois, les catégories sociales n'existent plus, quoi, quand tout le monde est en maillot. Et là, il y a un mec qui arrive, que je sers pendant ses vacances. Et à la fin de son séjour, il vient me voir et me dit, ouais, franchement, je vous ai bien kiffé, je vous laisse ma carte. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit. Et ce mec, c'est le PDG d'EMI, c'est-à-dire la plus grosse maison de disques à l'époque. Donc, je te parle de ça, on est en 96. Et donc moi, ben, je fais ma dernière année, ça c'était l'année d'avant la fin de mes études, je fais ma dernière année et puis je me dis, ben, écoute, je dois faire un stage et je l'appelle et il me prend. Donc je monte à Paris et je bosse un an chez IMI, un sort de stage alternance, tu vois, où je suis quand même bien payé pour l'époque. Sauf que pendant un an, bah, je me retrouve à Paris et j'habite à Pigalle et je dois aller à Cergy préfecture, pour ceux qui connaissent. Et en gros, j'ai 2h30 aller, 2h30 retour. Donc je pars à 7h du mat, le métro, je le prends à 7h. Donc t'imagines, je me lève à 6h. Enfin, c'est un enfer. Et pareil le soir, donc j'ai un rythme de vie comme ça qui est complètement fou. Le week-end, je me dis, ah, bah, je vais sortir, je vais aller au théâtre, je vais aller boire des coups, mais en fait, que dalle, t'es épuisé, t'es rincé. Et je me retrouve au bout d'un an, comme ça, à faire un boulot super, mais à souffrir des conditions de vie parisiennes, quoi. Et pareil, encore une fois, concours de circonstances, un copain à moi m'appelle et me dit, écoute, j'ai un artiste reggae qui veut faire un concert à Montpellier. C'est Omar Perry, c'est le fils de Lee Scratch Perry. Et je dis à Yemaï, ok, ben je pars. Et le gars veut faire son concert 15 jours après. Et je me décide de faire ce concert, alors que j'ai jamais fait de concert, ni de reggae non plus. Mais je me dis, c'est une opportunité pour se lancer. C'est le fils de Lee Scratch Perry, qui est quand même un monstre au niveau reggae, dub. Et je le fais. Et là, à ce moment-là, j'ai des amis à Montpellier qui m'aident et tout ça et tout. Et je rencontre Yvan,
qui gère un magasin de disques et je lui dis, écoute mec, j'ai ce concert à faire, mais je connais rien, aide-moi quoi. Et donc c'est lui qui m'aide, qui me trouve la salle, qui me fait les affiches, tu vois. Et moi derrière, la seule chose que je fais, je sors de mon école de commerce, je suis au taquet, j'appelle tout le monde, M6, France 3, le Midi Libre et tout. Et donc j'ai une couverture. On a une date on a de la chance, c'est le début de la saison. Bref, j'ai une couverture, j'ai des reportages sur M6, sur France 3. Et Yvan est impressionné. Et moi, je me dis, bah non, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois, j'arrive avec un truc un peu, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Et c'est complet. Et là, on fait le truc complet. Bon, je te passe le concert, il est fou, mais. Et donc, on se retrouve avec Yvan, et c'était lui qui était à la billetterie, c'était lui qui avait les sous, et donc, il nous restait 500 francs en pièces de 10 francs. Et donc là, il commence à faire et tout, puis il me donne les 500 francs comme ça. Et puis moi, c'était chez lui, tu vois, dans son appart, à la fin du concert, et je lui dis, non, vas-y, on partage. Tu vois, et là, il m'a regardé, il me fait, mais pourquoi? Je fais, bah attends, tu m'as trop aidé. Et là, il me dit, mais mec, il faut trop qu'on continue à bosser ensemble. Et depuis ce jour-là, je travaille avec lui, encore maintenant, c'est toujours mon associé, dans tout ce que je fais, surtout musicalement parlant. Mais voilà, tu vois, c'est des trucs, et à partir du moment où je l'avais, où on était devenus, voilà, un peu, pas plus que potes, tu vois, genre, c'était comme un pacte, tu vois, qu'on se scellait en se donnant ces pièces de 10 francs, c'était marrant. Et du coup, lui, il me dit, bah écoute, moi, je fais des soirées drum and bass, viens voir ce que ça donne et tout machin. Donc j'y vais, et là, je lui dis, écoute, mec, c'est mortel, moi, j'adore cette musique. C'était vraiment la seule musique électro qui me plaisait, parce que moi, je venais du rock. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et donc, du coup, bah, je me suis mis avec lui à l'aider à faire des soirées assez régulières. Ça, c'était en 1999. Et voilà, et puis une chose, une autre, et puis on a commencé à lancer notre asso qui a grandi et qui s'est spécialisé là-dedans. Mais encore une fois, c'est juste pour dire, voilà, comment les rencontres se font et comment, à un moment donné, même si on est dans une galère où on se dit qu'on va pas pouvoir s'en sortir, si à un moment donné, on est toujours drivé par un objectif et par quelque chose qui nous anime, je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Un peu un petit message d'espoir, mais je le pense vraiment, quoi. Mais tous ces échecs ont fait qui je suis devenu, si tu veux. À un moment donné, c'est sûr que tous mes copains du collège ou du lycée qui étaient hyper forts, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, quand j'ai 25, 26 ans, que je suis un peu en loose totale, je pense que eux déjà, ils ont déjà peut-être acheté une maison, ils ont peut-être déjà, enfin tu vois, ils se sont même déjà établis parce qu'ils ont des bonnes situations, comme on dit. Moi, je fais ce choix-là, enfin ce choix, c'est pas ce choix, mais en gros, c'est ce qui m'est arrivé et je pense que ça m'a construit, tu vois, différemment. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros, les échecs peuvent vraiment nous construire. Et en fait, c'est aussi, je fais le parallèle avec le chessboxing, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'analyses pas tes erreurs, si tu n'analyses pas là où tu as, là où tu foiré, bah, je pense que c'est plus compliqué après d'essayer de progresser, de pas refaire les mêmes, quoi. C'est de se dire qu'on peut passer par des moments assez difficiles, mais aussi très vite s'en sortir en les analysant et en essayant de les appréhender plutôt que tu vois, de les rejeter ou d'en avoir honte. Moi, je pense qu'il faut absolument avoir honte de rien à partir du moment où on est intègre et qu'on essaye de pas se mentir, quoi. Encore aujourd'hui, moi qui passe énormément de temps avec toi, t'écoutes de la musique en fait en permanence. Tous les moments que tu passes éveillé, hors réunion, quasiment, et encore, t'écoutes de la musique. Donc la musique, elle a une place absolument omniprésente dans ta vie. Et j'aimerais que tu essaies de m'expliquer pourquoi. Moi, la musique me soutient. C'est-à-dire que c'est en permanence une béquille. Alors, elle peut être joyeuse, mais en fait, ça me soutient parce que j'ai l'impression que voilà, que ça agit sur des zones de mon cerveau qui me mettent encore plus dans ce que je vis. En fait, moi, j'ai l'impression, on a tous eu cette sensation à un moment donné tu vois, par exemple, je sais pas, de faire un voyage en train, de voir le paysage, dire putain, ça pourrait être beau, on a la musique dans les oreilles, et c'est un film, tu vois. Je pense que la musique, c'est un peu cliché de dire ça, mais je l'aperçois comme la bande originale de ma vie, tu vois. Selon mon humeur, alors c'est vrai, après je suis assez obsessionnel sur certains trucs, quand j'aime, je les écoute beaucoup. Ça m'aide. Je pense que si j'avais pas de musique, tu vois, là par exemple, on fait cette interview, j'ai pas de musique là, c'est un calvaire. Ouais, c'est vrai que c'est un truc ouais, qui est vital pour moi, c'est organique, quoi. Tu m'avais demandé et on voulait passer de la musique pendant l'entretien.
Malheureusement, on peut pas. C'est vraiment dommage. Mais du coup, je voulais quand même te demander, parce que la chanson que tu voulais qu'on passe, c'était Solitude de M83. Donc, on peut pas l'écouter, mais je vais quand même te demander pourquoi est-ce que tu avais choisi ce morceau. J'écoute ce groupe beaucoup depuis le tout début qu'il existe en fait. J'ai organisé un de ses premiers concerts à Montpellier, à l'époque où ils n'étaient pas du tout connus, tu vois. Et c'était un duo à l'époque qui viennent d'Antibes. Et donc ils commençaient un peu à percer. J'ai tout de suite aimé cette musique un peu très américaine, années 80, très lancinante, très facile par moments, mais qui moi me bouleverse. Et il a accompagné pas mal la création du documentaire. Je trouve que c'est un morceau sublime. Et après, au-delà de ça, si tu veux, j'ai eu mon récapitulatif Spotify. Parce que aussi, la musique, je la consomme différemment depuis que j'ai Spotify. Parce que honnêtement, voilà, on a tout très rapidement. Mais j'ai écouté, je crois, plus de 80 000 minutes dans l'année. Et il y a notamment deux artistes, M83 et Alex G aussi, sur qui je fais une fixette, que j'ai écouté chacun 10 000 minutes. Et tu vois, et limite, je flippe un peu, tu vois, parce que je vois le côté obsesse. Mais voilà, il y a un truc vraiment qui touche un peu à la grâce. C'est-à-dire que je trouve que. Mais d'ailleurs, il fait beaucoup de musique de film et c'est vraiment une musique très cinématographique qui me fait penser, tu vois, un peu à du Hans Zimmer parfois, qui vraiment, lui, pour le coup, fait que de la musique de film. Mais donc, c'est aussi un peu pour ça. J'aime beaucoup la musique de film. J'écoute beaucoup de musique instrumentale parce que du coup, aussi, maintenant, ça rejoint ben, mon autre passion d'essayer de produire et de faire des films. Parce que, bon, on en a fait qu'un pour le moment, mais c'est quand même tellement dur à faire que. En Sur ton Instagram, ta description en bio, c'est inventeur. Et je trouve ça marrant. fait, moi, j'aime bien essayer de créer des trucs. Inventeur, c'est bien sûr, c'est du second degré. Mais en fait, j'aime bien faire des choses que j'ai jamais fait. J'ai envie de faire des choses qui me permettent de développer des nouvelles compétences, de rencontrer des gens. Et ça, je me régale, tu vois, que ce soit dans mon festival, dans le chessboxing ou dans l'envie de faire des films. Après, ce qui unit tout ça aussi, c'est est-ce que ce que je vais proposer ou ce que je vais produire va avoir du sens? Par exemple, un concert, on va prendre le domaine du concert parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux, le plus, parce que maintenant ça fait 30 ans que je fais ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire un concert qui va forcément, par exemple, me rapporter de l'argent. Et bien sûr que je veux gagner de l'argent, ça c'est pas le problème. Je vais pas dire que je fais les choses bénévolement. Mais par contre, avant toute chose, il faut que le groupe me plaise, il faut soit que je l'ai déjà vu, soit qu'il m'excite, qu'il propose quelque chose, qui a un message, tu vois, voilà, qui a une sensibilité. L'idée de faire un festival comme le Worldwide, c'est un festival qui a à taille humaine, tu vois, par exemple, il y a une scène qui joue, on n'a pas deux ou trois scènes en même temps, ça, c'est des choses qu'on n'aime pas, tu vois, ou qu'on veut pas, qui sont dans les autres festivals. Après, on respecte, mais nous, on fait pas ça parce qu'on a envie que les gens partagent une même expérience. Pour nous, un festival, c'est une unité de temps, de lieu, tu vois. Donc, il faut que les gens vivent la même chose. C'est une petite communauté qu'on crée. Il faut qu'ils puissent aimer ou ne pas aimer le groupe, parce qu'après, ça, c'est subjectif, tu vois. Mais on fait attention à l'accueil, à la sécu, à ce que on n'attende pas pour boire des verres, que le spectacle soit bien, que ce soit innovant, qu'il y ait des choses. Voilà, on essaye toujours de se remettre en question. En fait, on fait de l'événementiel et on crée un événement musical, mais aussi il faut prendre une dimension de bien-être des festivaliers, enfin en tout cas que leur expérience soit totale. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça à 7, parce que c'est trop chouette, il y a des musées, il y a de la bonne bouffe, il y a des traditions, il y a la plage, il y a un endroit qui est magnifique, le Tête de la Mer. Enfin, tu vois, c'est vraiment réunir plein de choses en une expérience. Et c'est aussi pour ça qu'on attend de festivaliers qui viennent un peu de partout. Enfin, en tout cas, ceux qui veulent et ceux qui ont envie, c'est vraiment une niche. On n'est pas en train d'essayer de faire un festival qui va concurrencer les gros trucs. Ça nous intéresse pas. On veut juste que les gens passent un bon moment musical et pas que, tu vois, culturel aussi, tu vois. Ça aussi, c'était un truc, tu vois, encore une fois, ça revient de l'idée qu'on a eue de travailler avec Gilles Peterson, qui est quand même un grand DJ, un mec assez connu dans ce milieu musical.
c'était de se dire, mais c'était vraiment un coup de chance, c'était de le faire venir et que lui ramène toute sa communauté à travers le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait de la place pour un petit festival avec une musique peut-être un peu différente. Donc ça, c'était aussi hyper important pour nous, petits provinciaux, de renverser la donne, si tu veux, et de faire plier, entre guillemets, ce monde impitoyable de l'offre et de la demande, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte que, ben voilà, en faisant aussi des choses avec le cœur, eh ben, les festivaliers revenaient. Et donc, ça fait 20 ans que les festivaliers reviennent. Et en fait, on est devenu une sorte de, tu sais, comme quand, je sais pas, moi, je partais en vacances avec mes parents tous les ans, pendant l'été, 3 semaines au même endroit. Et en gros, bah, j'allais retrouver mes potes du village dans lequel, tu vois, et cette idée-là de se dire, ah ouais, ben là, ils ont une semaine, ils se retrouvent tous et ils font la teuf. Et ce qui est génial, c'est qu'on a eu tout, on a eu des mariages, des bébés, des amitiés hyper fortes, enfin, tu vois, des gens qui sont venus, qui ont acheté des maisons à 7. Il y a des choses comme ça. Et là, moi, je me dis, tu vois, ce festival, là, je suis hyper heureux parce qu'on a créé une communauté, parce que surtout, on les rend heureux, tu vois. Et le sens que je mets, moi, dans mon festival, c'est de me dire que je sais, et on l'a vu pendant le Covid, tu vois, moi pendant le Covid, j'étais hyper content d'arrêter une année. Enfin, j'en pouvais plus, tu vois, je me suis dit, putain, une année, on va arrêter. Enfin, c'était un peu égoïste. Et pendant le festival qui aurait dû avoir lieu, j'ai reçu des centaines de messages sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, que c'était hyper égoïste, et que j'étais un peu un enfoiré, et que tous les gars, ils étaient en souffrance, tu vois, tous les festivaliers. C'était terrible pour eux. Et du coup, ça m'a vachement touché. Et quand on a repris, et après, je me suis dit, attends, non, là, on va les régaler, tu vois, parce qu'en fait, j'ai compris à quel point, pour eux, c'est un moment important dans leur année. On a un vrai retour du public qu'on connaît vraiment très bien maintenant. Enfin, c'est pratiquement tous des gens qu'on connaît individuellement, tu vois. Il y a un vrai rapport humain. Et j'aime bien cette idée, tu vois. Et j'aime bien. Et quand on dit inventeur, bah, il y a peut-être un peu de ça, c'est-à-dire que je ne vois pas. C'est un truc là, pour le coup, qu'on invente un peu. Cette façon de faire un peu, tu vois. Il y a ce truc-là qui fait que c'est différent. Et du coup, ben, je pense que les gens, ils aiment bien. Et du coup, bah, ils viennent, tu vois. Donc, en fait, bah, c'est assez logique et un peu vertueux, je trouve. Je trouve ça cool. Et justement, par rapport à ça, on est donc apparemment la somme des 5 personnes autour de nous. Toi, tu dirais que tu es la somme de qui? Avec tous les gens que tu as autour de toi. Ouais, c'est hyper dur à dire, mais bon, c'est le travail. Après, il y a mes parents, après, il y a mon frère, après, il y a mes amis C'est intimes. intéressant aussi. Mais non, mais t'as fait. Mais c'est pour ça que moi, je suis la somme de tout ça. Mais évidemment, les gens aujourd'hui qui sont les plus proches et qui comptent le plus pour moi, c'est les gens qui m'entourent dans le travail. Et c'est toi, c'est Andy, c'est Ninou, c'est Pierre, c'est Yvan, c'est Marine, très honnêtement, c'est Simon, c'est Kamel, qui m'apporte aussi une vision. C'est tous ces gens que j'aime, c'est Lara, c'est des gens que j'aime, tu vois, indéfiniment dans le cœur parce que je sais que, il m'arrivera rien avec eux. Je pourrais pas travailler avec des gens qui m'apportent pas des choses. Je pense que quand on a envie de s'investir dans quelque chose, il faut avoir des idées bien préconçues, il faut avoir un cadre. Ça, je pense, c'est hyper important. Et avoir un cadre, et après, ne pas être trop rigide et faire en sorte que dans ce cadre, les gens qui participent au projet et qui n'ont pas le même statut, qui vont être peut-être plus soit des gens qui vont plus faire, qui vont plus essayer de réaliser les choses, euh, qu'ils soient à l'aise dans ce cadre et qu'ils aient leur marge de manœuvre et la possibilité d'apporter ce qu'ils ont à apporter. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est d'écouter les retours des gens avec qui je travaille et qui me disent par moment, bah, là, t'es trop comme ci, là, t'es trop comme ça, et d'essayer d'évoluer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand ça touche à des choses qui sont régaliennes, j'ai envie de dire, enfin en tout cas des sujets importants, mais toi tu le sais, quand tu vois comment je travaille sur les IFC, moi à un moment donné j'ai envie de laisser la place à tout le monde, à la créativité. Mais par contre, il y a un cadre que je veux qu'on respecte, parce que ce cadre, moi, il m'a été donné par Yepé, par Enki aussi, tu vois. Donc en fait, il y a tout ce côté-là où en gros, il faut avoir envie, il faut être ferme et savoir exactement ce qu'on veut, et en même temps faire en sorte que les gens qui t'accompagnent et sans qui c'est impossible. Moi, j'ai tout à fait conscience que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais si j'étais pas aussi bien entouré, aussi bien accompagné. Après, par contre, c'est sûr que
que voilà, que chacun, et c'est aussi pour ça que je travaille avec des gens que je connais aussi bien, c'est que on peut se dire les choses. Après, je dis ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, par moment, toi tu me connais, des fois je suis un peu, mais j'essaye quand même vraiment de prioriser les choses importantes que j'ai à faire et vraiment d'essayer de déléguer et d'avoir confiance dans les gens avec qui je travaille. J'ai le côté où c'est clair, où j'ai envie de faire des choses, où j'ai envie d'initier des projets et tout machin, mais je sais trop à quel point j'ai besoin d'avoir une équipe solide. Et en fait, plus que le fait d'avoir une équipe solide, c'est-à-dire que moi, chaque projet que je mets en œuvre, ça ne m'intéresse pas si je ne le partage pas avec une équipe, si je le partage pas avec des gens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucun plaisir à faire un truc tout seul. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce côté aventure, ce côté humain, moi, qui me plaît. Par exemple, c'est aller faire des repérages avec Ninou. Voilà, c'est faire, des fois, on se fait des petits week-ends où on part ensemble, où on va réfléchir sur le futur, des petits séminaires, des trucs comme ça. En fait, l'idée, ou faire un film, tu vois, le travail qu'on est en train de faire sur les projets qu'on a de films, tout ça ne vaut la peine d'être vécu que si c'est vécu en équipe. Le côté, par exemple, partir au championnat du monde, tous ensemble, une fois par an, comme ça, dans un pays euh, dans lequel on serait peut-être pas allé et vivre toutes ces émotions en équipe, voilà, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est-à-dire Clairement. vivre des choses, les partager, tu vois, partager soit les échecs, les erreurs, les succès, peu importe, mais s'amuser, quoi, tu vois, vraiment avoir, avoir ce côté-là dans le travail, pour moi, c'est hyper important parce que du coup, ça aussi remplit d'autres, certains, pas manques, mais des choses que, en général, le travail n'apporte pas. Tu vois, ben justement, voilà, l'amitié, euh, la rigolade et créer des choses. Hyper intéressant ça parce que ça fait donc bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble et donc de façon, comme on a expliqué, exponentielle, enfin de plus en plus. Mais moi, c'est vrai que notre vie, c'est de travailler. Et d'ailleurs, on enregistre ce podcast, il est 23 heures et on se parle le week-end, on travaille le week-end, on travaille le soir, on travaille à 7 heures du mat, on travaille tout le temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le cheminement entre le mec de 20 ans qui découvre un peu de faire la fête et voilà, le lâcher prise absolu, on va dire. Et aujourd'hui, tu l'as dit en tout début d'entretien, ta vie, c'est ton travail. C'est mon cousin, Thomas Cazeneuve. Non, mais en plus, c'est vraiment ça, en fait. C'est le contact avec le chessboxing. Le truc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait 20 ans voilà, de fêtes, de soirées, dans l'événementiel. Et quand j'ai retrouvé mon cousin, parce qu'on a une histoire familiale qui est un peu délicate, et en fait, on est devenus vraiment assez proches. Et un jour, bah voilà, il me dit je vais au championnat du monde de chessboxing. Et là, moi, si tu veux, tout de suite, ça fait un tilt. À partir de ce moment-là, même si c'est progressivement, je commence à comprendre que je vais y aller, tu vois. C'était en 2016, 2017, quand il part au championnat du monde. Et en fait, 2018, 2019, je me rends compte que voilà, ça part. 2019, ça se fait. Et en fait, une fois qu'on a vécu cette aventure de 2019 et ces championnats du monde, je me suis dit, bah ouais, je vais vraiment donner de mon temps. Mon festival marche bien. Justement, bah, j'ai mes équipes qui ont travaillé et qui peuvent maintenant prendre des responsabilités. Moi, de me dégager du temps pour le donner au chessboxing, en tout cas, pour continuer à vivre cette aventure. Et en fait, le fait de retrouver, de rencontrer bah, cette nouvelle communauté de gens que je soupçonnais pas, que j'aurais jamais rencontrés, vraiment, parce que des sportifs, parce que des mecs qui boivent pas, des mecs qui, à un moment donné, enfin, tu vois, mais c'est le jour et la nuit, tu vois. Et en fait, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que j'étais dans un truc ou mon festival. Et là, ça, c'était fantastique parce que ça alliait ben, ce que je savais faire. Puis ça me faisait, voilà, un retour au sport, rencontrer d'autres personnes et qui m'ont inspiré, en fait. Quand je rencontre des gens qui me fascinent ou qui m'inspirent, tu vois, j'y vais direct. Quand j'ai rencontré Kamel, ça a été une rencontre déterminante pour moi, tu vois.
C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que bah voilà, ce mec-là existait dans un coin de la France et je me suis dit, mais ce mec-là, il faut que je passe le plus de temps possible avec lui parce que on est sur le même, tu vois, on a les mêmes accroches, on se comprend, on vient de milieux complètement différents, mais voilà, ça s'est fait tout de suite et en fait, toutes ces rencontres et tout ce cheminement-là m'a fait moi basculer un peu. Il y a aussi bon la vieillesse un peu. Je suis un peu, je vieillis, non mais après c'est vrai, il y a tous ces trucs-là qui font qu'à un moment donné, voilà, ça arrive à un moment où en fait tu ressens ce besoin-là de lever le pied et d'aller mettre ton énergie ailleurs, de te lever tôt le matin, de s'occuper du chessboxing, de travailler sur différents projets. En fait, moi, j'ai une chance incroyable, c'est que quand je me lève le matin, et ben, je te jure, je suis, bah, pas tout le temps, mais je suis assez content de commencer ma journée parce que je sais que on va faire des choses concrètes qui avancent, qui font que les projets avancent. Tu vois, tu le sais bien, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle pour créer un club, eh ben, je suis dispo, je suis là. Tout ça, ça a changé ma vie en fait. C'est comme ça que ça s'est fait, c'est assez naturel. Et bien sûr, la rencontre avec le chessboxing a été déterminante. Ça m'a en fait montré que c'était là, vers là que je voulais aller. Tu vois, il fallait que j'ai un signe un peu du destin. Et je pense que c'est mon cousin, quoi. Il m'a sauvé la vie. Et je pense que mon cousin se rend même pas compte à quel point il a sauvé la vie de plein de gens. C'est Parce sûr. que moi, ça a changé ma vie, le chessboxing, mais alors pas encore sportivement, parce que j'en fais pas réellement. Je joue beaucoup aux échecs, mais voilà, et puis j'ai très envie, hein, j'ai très envie de m'y mettre, et un jour je vais m'y mettre, mais voilà, j'arrête de le dire, mais ça a changé ma vie parce que ça m'a amené à découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux horizons. Et je sais à quel point ça a eu des répercussions sur beaucoup, beaucoup de chessboxers, et surtout sur la première vague de chessboxers, c'est-à-dire celle qu'on voit dans le documentaire dans Mental Combat en 2019, où on est un peu 10, 15, tu vois, parce qu'ils ont tous vu à un moment donné un article sur Thomas ou sur le chessboxing, mais je veux dire, voilà, Thomas était un peu le modèle, tu vois, pour beaucoup. Et ça, c'est vrai que en fait, j'aime dire, enfin, il aime pas quand on en parle, je vais le dire là une bonne fois, et puis après j'arrêterai parce qu'il est un peu gêné, parce que mais en fait, ce que j'adore, et c'est vraiment des histoires que j'adore parce que je peux regarder des documentaires là-dessus. Il y a des conférences TED là-dessus. Il y a un mec qui fait ça, on pourra le donner le truc, mais en gros, sa conférence, il raconte l'histoire de certaines personnes au cours de l'histoire qui ont eu des décisions, qui ont pris des décisions vraiment personnelles et qui ont changé le monde, tu vois. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point une personne peut avoir un impact sur comment la vie d'une personne peut avoir, ou les décisions d'une personne peuvent avoir un impact sur des dizaines, voire des centaines d'autres, tu vois. Cette idée-là, je la trouve géniale parce qu'en fait, elle contre ce qu'on dit, enfin, ou ce que les gens se disent, ouais, mais qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Je suis tout seul. Enfin, tu vois, l'idée de se dire que seul, on peut pas changer les choses. Moi, alors, je suis complètement convaincu du contraire. Pas parce que j'y crois, parce que je l'ai vécu avec lui. Et en gros, cette idée-là de se dire, bah, si en fait je prends un risque, que je montre à d'autres que c'est possible, que la voie est prenable, et ben les gens vont s'engouffrer, les gens vont venir. Il faut toujours qu'il y ait des éléments déclencheurs comme ça. Et pas que Thomas, il y a Will aussi, tu vois, c'était les deux pionniers en Inde au premier championnat du monde. Si il n'y était pas allé, je pense que le chessboxing français n'aurait pas éclos, quoi. Potentiellement, ce podcast n'existerait pas, pour le coup. Potentiellement, ce podcast n'existerait pas. On se connaîtrait pas, toi et moi. Je connaîtrais pas. Non, enfin, c'est fou, en fait. Ouais, c'est fou. De voir, en fait, de comment ça part et de tout ce qu'on a créé, et de maintenant, de voir, en plus, tout ce qui est en train de se passer, c'est hyper beau, c'est hyper émouvant. Mais moi, tu vois, des fois, je regarde ça un peu, je me dis, waouh, c'est un peu surréaliste. Bref, voilà, c'est pour ça que je dis, Thomas, il a eu ce courage et cette folie de partir comme ça, tout seul, en plus, dans un traquenard. Enfin, les règles, elles étaient pas hyper. Enfin, bon, bref, il a raconté, j'imagine, son championnat. Et voilà, moi, je le remercierai jamais assez d'avoir fait ça et surtout d'avoir eu le courage de se faire moquer, tu vois, afin qu'on se moque de lui. Parce que il y a plein de gens, pareil, tu vois, je veux chessboxing. Imagine à l'époque, on en rigolait encore plus, tu vois. Quand il m'a dit je vais devenir champion du monde de chessboxing, j'ai dit mec, moi si tu me ramènes la médaille de champion du monde, même
pas, je savais trop ce que c'était le chessboxing, tu vois. Je trouvais ça hyper fort et donc du coup, ce courage-là de se dire, voilà, j'y vais et je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui m'anime, ce qui me passionne. Ben, quand c'est fait comme Thomas l'a fait avec cette sincérité-là, et ben ça peut que ramener des choses hyper positives. Et voilà, et Thomas a changé la vie de dizaines, de centaines et bientôt de milliers de personnes parce que tous ceux qui feront du chessboxing là aujourd'hui, ils pourront dire c'est grâce à Thomas et à Will. Et après, moi, j'arrive derrière avec mes armes à moi, tu vois. Mais c'est pas moi qui ai eu le courage de partir en Inde, tu vois. Moi, par contre, j'ai eu le courage d'essayer d'organiser le truc ou d'essayer de monter une équipe ou de monter. Voilà, ça, c'était parce que c'était ce que je savais faire. Mais à ce moment-là, moi, j'y connais rien. Je joue très mal aux échecs, je connais rien en boxe, enfin, tu vois. J'ai été une pierre à l'édifice, tu vois, comme Kamel, comme tout le monde. Et en fait, maintenant, voilà, on a créé un truc qui tient la route, quoi. Tu as fait une transition parfaite parce que ma question d'après, c'était une question par rapport à Thomas. Donc Thomas revient avec la médaille de champion du monde et il t'explique qu'il va à Berlin faire un IFC. Et tu lui dis, OK, je viens avec toi à Berlin, je veux voir comment ça se passe. C'est Thomas qui me l'a raconté pendant notre interview. Je sais qu'après, tu as rencontré Enki Bilal, à qui j'ai parlé aussi dans le premier épisode, à Yépé aussi, donc on va en parler, et que c'est cette vision-là que tu portes. Et donc moi, j'aimerais que tu me dises un peu pourquoi le chessboxing, quoi. Bah parce que quand on va à Berlin, donc du coup à Berlin, tu vois, j'y vais avec Pierre et Nico avec qui je travaillais sur le festival et je leur dis, bah venez avec moi, on va à Berlin, on va voir mon cousin combattre pour un peu l'accompagner parce que bah il a pas de sous, donc on paye le Airbnb, on paye le voyage, tu vois, on essaie de s'occuper de lui, de lui dire, écoute, t'es pas tout seul parce qu'en gros à chaque fois qu'il allait combattre, il était tout seul. Il devait payer son avion, son hôtel. Enfin, c'était des combats totalement plus qu'amateurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prize money, tu vois. Donc, si tu veux, nous, on arrive dans cet endroit complètement surréaliste, une galerie d'art et tout. Et il y a ce ring en plein milieu, et puis là, ça commence, le mec, il chauffe là. Et puis mon cousin, je le vois, il fait des 100 pas, tu vois, je le vois. Et nous, on est là, et on lui dit, vas-y, détends-toi. Et nous, on est débiles, tu vois, parce que nous, on se rend pas compte, en fait. On est là, tu sais, comme des newbies, tu vois. On limite, on le voit, tu sais, dans le taxi, il regardait sur son téléphone des scènes de Rocky. Et tu vois, bon, nous, on était là, on le motivait, tu vois, on était à fond, tu vois. Mais moi, je me disais, mais attends, quoi, il regarde Rocky avant de. Mais en fait, après tout ça, je l'ai compris, mais tu vois, mais j'étais ridicule, tu vois. Et donc, il y a ce combat, et c'est un combat de dingue où, en gros, il survit à la boxe et il gagne aux échecs. Et là, moi, je me retrouve là, c'est la première fois que je vois de la boxe et je suis au bord du ring et je hurle. Deviens fou en fait. Je deviens fou de voir mon cousin se faire un peu bouger, tu vois, et je me rends compte à quel point ça transcende mes émotions. Moi, à un moment donné, voilà, quand j'écoute enfin, quand je vis des émotions, je les vis à fond, quoi. Il sort du ring, il gagne, machin, mais il a quand même, il est touché au foie, il vomit sur le ring et tout, machin, et puis je vais le chercher, tu vois, aux cordes, carrément, je vais le chercher, je le prends, tu vois, et puis là, mais vraiment, dans ma tête, il n'y a plus personne, quoi. Je le vois, lui, je le prends comme ça, et puis je l'aide à marcher, tu vois. Les gens, la foule, un peu, se fend, un peu comme dans Rocky, tu vois. Et là, il me dit, comme ça, un peu mourant, il me dit, tu es fier de moi, cousin, quoi. Et là, je lui dis, mais évidemment, mais plus fier, il n'y a pas, tu vois. Genre, enfin, c'est vraiment des émotions incroyables, quoi. Et le courage qu'il faut, enfin, tu vois, l'ambiance qu'il y avait, tout ça fait qu'à un moment donné, t'es complètement, tu passes d'un truc où t'es cool, t'es dans un endroit, il y a des cocktails, c'est sympa, où tout d'un coup, tu deviens un animal, tu vois. Et puis là, après, il y a eu tout un truc où on a dû l'amener à l'hôpital, on est parti en taxi avec un seau, enfin, il s'est passé des choses. Et puis, il est sorti à 5 heures du mat, on a fêté ça, enfin, ça a été une soirée incroyable, géniale, tu vois. Et j'ai vraiment compris tout de suite. Et j'avais Pierre et Nico avec moi, et on était là, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? En fait, ce que les gens comprennent quand ils vont voir un combat pour la première fois, bah, nous, on l'a compris là. Tu prends la tarte de ta vie, il y a une ambiance de fou, les combats sont hyper beaux, la boxe était hyper belle, le niveau d'échec était dingue. Donc voilà, tu te dis, en fait, attends, c'est vraiment pas un délire d'artiste, c'est pas, tu vois, machin, il y a un vrai sport, quoi, il y a une vraie intensité, il y a un vrai suspense, il y a tout ce qui fait pour que l'émotion soit là, tu vois. Et du coup, bah,
ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, faut que je rencontre Yepé, quoi. Et on se rencontre et en gros, il me dit oui, oui, on verra. Lui, il avait pas trop le temps et du coup, on est resté en contact toute l'année et on est devenu assez proches et il s'est rendu compte que voilà, que moi j'avais un savoir-faire au niveau événementiel. Donc il me dit, écoute, ben viens. On fait un IFC à Paris, donc on va voir les lieux. Je lui montre le cabaret sauvage un an à l'avance. On a mis un an, on s'est mis un an pour préparer le truc. On a monté ce premier combat ensemble. Et en fait, si aujourd'hui, moi, j'ai tous les codes d'un IFC, ou en tout cas que je sais vraiment ce que je veux faire en IFC, c'est parce que bah, j'ai fait ce premier avec Yepé ensemble et que aujourd'hui, avoir ce genre d'événement et produire ce genre d'événement, je sais que c'est ce que lui voulait faire. Tu vois, on a une chance incroyable dans le chessboxing, c'est d'avoir eu Yepé qui malheureusement n'est plus là. Mais en tout cas, moi, de l'avoir eu assez présent dans ma vie pour devenir vraiment très proche et pour que justement, il me donne il me transmette tout son savoir-faire et toute sa vision. Et Enki, qui est quand même le créateur. Donc aujourd'hui, on n'a plus que Enki. Mais si tu veux quand même avoir Enki comme garant et avoir encore la légitimité de Yepé via Enki ou via ce que moi, je peux essayer de faire, moi, c'est la seule chose qui m'anime, quoi. Comme ce qu'a pu faire Enki pour les derniers événements qu'on a fait à l'Olympia. Voilà, je sais qu'Enki avait une relation très particulière avec Yepé et que pour rien au monde, il l'oubliera ou il la galvaudera ou il brisera ce lien. C'est-à-dire que c'est en gros, on a vraiment une, comment dire, une base hyper solide et qui nous permet de donner le sens que pourra avoir ce genre d'événement, le sens qu'aurait voulu Yépé ou que voudrait Enki. Et du coup, c'est quoi cette vision justement? Bah, la vision d'Enki, déjà, Enki, lui, ce qui l'intéresse, c'est il veut absolument que les événements qu'on organise soient élégants. C'est-à-dire que ça donne un plus au sport, c'est d'avoir cette finesse, cette élégance, cette subversivité. Tu vois, en gros, Enki, lui, ce qu'il a envie, c'est qu'on sorte la boxe et les échecs de leurs clichés. C'est-à-dire, en gros, qu'on mette en lumière les échecs comme, ou qu'on les filme ou qu'on les mette en scène comme ça ne se fait pas. Et pareil pour la boxe. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre en lumière, en avant, une boxe différente. Une boxe qui n'est pas forcément liée à du trash talk ou à de la testostérone, tu vois, ce genre de choses, qui est du fair play, qui est du respect. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour Enki. Et pour Yepé, lui, la dimension, bien sûr, il y avait cette dimension-là, évidemment. Enki dit de Yepé que la première fois qu'il l'a rencontré, il a remarqué qu'il était extrêmement élégant, extrêmement bien habillé, et ça, Enki, ça l'avait marqué. Mais au-delà de toutes ces valeurs que Enki avait déjà dans sa BD, Yepé, lui, il avait une vraie envie qui est pour moi vraiment innovante et qui est vraiment la clé des IFC. C'est qu'en gros, pour lui, son propos, c'était de dire le sport est né d'un artiste. Il a été développé par un autre artiste, Enki Bilal, et par lui-même, parce qu'il était artiste-performeur et que c'était un vrai génie dans ce qu'il faisait. Il était tellement innovant. J'invite les gens à regarder ce qu'il a pu faire, et les œuvres, les performances qu'il a pu faire. Pour lui, donc, c'était évident qu'au milieu de cet événement sportif, qu'il y ait un crossover entre une multitude d'arts, que la culture vraiment s'entrechoque avec le sport. Donc il y a toujours cette dimension-là. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé il y avait une chanteuse de lyrique et un mec qui faisait du beatbox, il y avait des danseurs, il y avait une déco qui était spéciale, il y avait une façon d'animer qui était spéciale, c'est de la comédie, du stand-up. Enfin, il y avait vraiment tout ce truc-là qu'en fait que tu ne vois pas dans un événement sportif en fait. Ou alors tu peux le voir mais c'est un peu cheap.
Là, ça l'était pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec qui va faire le halftime show, ça va être un super chanteur ou un super truc où il va t'émouvoir, où il va y avoir un spectacle visuel. L'idée étant que le spectateur soit en permanence touché ou ému, quelque chose d'assez primaire, c'est-à-dire voilà, une envie de rire, une envie de crier, une envie de pleurer, un truc assez enfantin, c'est-à-dire que tu viens à un spectacle, il faut que tu sois un peu, tu fasses part du show et pas juste que tu t'assois et que tu regardes quelque chose et que tu te barres. Tu vois, que ça fasse appel à des émotions comme ça très fortes. Et ça, j'adore cette idée-là, c'est-à-dire donc d'être en gros submergé ou en tout cas chamboulé par ces émotions. C'est qu'en gros, le public vient voir du chessboxing, mais on va lui faire passer un moment qui va être complètement dingue. C'est-à-dire que on va commenter les échecs à la façon d'un match de foot, on va leur demander de crier pendant les échecs, on va leur demander des choses qu'on fait peut-être pas forcément, par exemple dans les tournois d'échecs ou ce genre de choses qui soient différentes et qui ressortent et qui fassent de tout ça, en gros, un événement unique et spécial pour le public. Donc, est-ce que tu peux me faire un peu le déroulé entre l'IFC 1 à Paris et cette sixième IFC qui est un peu l'apothéose à l'Olympia? Il y a eu pas mal de temps. Déjà, on a eu 2 ans de Covid qui nous ont bloqués. Et on a vite repris. On a essayé de réorganiser des trucs. On avait organisé un petit rassemblement en septembre 2021, je crois. 2020, ouais. Mais en gros, ouais, on a repris en 2022 et on a fait 2 IFC à Paris qui ont été hyper intéressants à plein de niveaux parce que bah, déjà nous en termes avec les équipes pour faire l'événement ben on s'est un peu rodé, on a appris parce que en fait c'est très compliqué à faire en fait. Ça n'a rien à voir avec un festival de musique où en gros bah, l'artiste arrive, tu t'en occupes, il fait ses balances, il joue pendant 2 heures. Là, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de chaque instant. Il y a des tops, il faut que les entrées soient coordonnées, il faut que ce soit rythmé, il faut pas qu'on perde trop de temps, il faut que ce soit bien filmé, il faut que ce soit bien retransmis, il faut que ce soit bien commenté, il faut que ce soit bien arbitré. Enfin, il y a plein de paramètres, en fait, de petits paramètres, mais quand ils s'additionnent, bah, ça fait ou pas le succès du truc. On a essuyé quelques plates, mais en fait, bon, voilà. Il y a aussi le matchmaking des combats. Tu vois, moi, pour le coup, on a travaillé beaucoup sur comment est-ce qu'on pouvait rendre le sport. Parce que, par exemple, on a créé des catégories de niveau d'échec. Moi, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que ce que je voyais au championnat du monde par moment ne me satisfaisait pas parce qu'il y avait des grosses différences entre des niveaux d'échecs ou même des niveaux de boxe. Et ça, moi, je pense que pour quelqu'un qui vient et qui découvre le chessboxing, c'est pas ce qu'on a envie de lui montrer. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai envie de lui montrer parce que forcément, si il voit des différences de niveau comme ça, il va arriver à la question, ouais, mais si Mike Tyson fait un round, il éclate, machin. Et c'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, la seule réponse qu'on pouvait apporter à ça, c'était de mettre des catégories de niveau d'échec pour pas qu'un débutant se retrouve avec un mec qui a un niveau de maître, quoi, tu vois, parce que là, du coup, bah, ça veut plus rien dire. Il faut quand même qu'il y ait une base de niveau d'échec qui soit à peu près semblable. Ça, c'était, voilà, un travail qui a été hyper important et aussi quelque chose qui, moi, m'a vachement plu parce que, en fait, je me suis retrouvé un peu les mains dans le cambouis du sport. Pas moi tout seul, hein, bien sûr, avec les gens de la WCBO ou les gens de la Fédé française, mais en gros, à se dire comment est-ce qu'on peut optimiser le truc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme règles nouvelles, qu'est-ce qu'on peut ajouter ou enlever et qui fera que le sport sera encore plus crédible, encore plus intense, passionnant, tu vois. En fait, un peu comme je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font au rugby, les instances, le board international propose des nouvelles règles chaque année qui, en général, sont assez bonnes. Alors après, on peut faire des erreurs, je veux dire, mais en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens d'essayer de faire avancer un sport. Bah, l'idée, elle est là aussi avec le chessboxing, c'est de toujours être en veille, si tu veux, de ce qui se passe, tu vois, de voir ce qui se passe et de se dire, OK, pourquoi pas? On peut peut-être rajouter
cette dimension. Et donc, j'en ai parlé, évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul, j'en ai parlé à Enki, j'en ai parlé à tous les gens autour de moi. On en a parlé beaucoup. Ça a été très compliqué à mettre en place, mais une fois que c'était mis en place, c'était clair et maintenant, ça devient évident. Et je suis assez content de ça parce que du coup, maintenant, bah, la WCBO va peut-être s'en servir aussi. Donc, du coup, voilà, toutes ces années-là, on fait en sorte que ben, on s'est mis en place au niveau de la production, au niveau du sport. C'était aussi très important pendant ces dernières IFC de créer les conditions d'une vraie compétition, d'un vrai challenge sportif. Moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment d'avoir dans certaines catégories d'échecs et certaines catégories de poids, vraiment de trouver le meilleur chessboxer qui pourrait être le champion. En fait, d'avoir un vrai ranking. Le modèle pour ça, c'est ce qui se passe en UFC. Et donc d'avoir vraiment, selon les catégories du niveau d'échec ou les catégories de poids, d'avoir vraiment des champions qui se détachent et vraiment des affrontements significatifs. Fonctionner comme un vrai sport de combat, où en gros tu vas attendre la confrontation entre le numéro un et le numéro 2 parce que tu auras vu le numéro 2 se qualifier et tu vas avoir envie de savoir s'il va détrôner le champion. Il y a toujours cette idée-là. Il faut que chaque compétition ait ce genre d'enjeu. Et là, l'idée, c'était de se rapprocher le plus près possible de cette réalité dans l'IFC. Alors, IFC, je précise, qui a donc été créé par Yeppe Rubing et dont je m'occupe maintenant, voilà, en tout cas pour essayer de promouvoir le chessboxing à un niveau international et à un niveau d'essayer de ressortir de là vraiment les meilleurs. Parce que un des vrais problèmes qu'il y a en chessboxing, et c'est tout à fait normal, parce que le sport est débutant, mais c'est qu'il y a des champions un peu partout. Il y a des champions en Angleterre, donc les Anglais ont une fédé, enfin un club, ils font leur événement, ils décernent leur titre de champion. Il y a des champions du monde dus au championnat du monde, qui est une compétition officielle, mais qui a rien à voir. C'est pas la même structure, le même format. Les championnats du monde, c'est une semaine de compétition, il y a presque un combat par jour, ce qui est très dur et très intense, avec moins de rounds. L'IFC, c'est un vrai combat intense de 6 rounds d'échecs, 5 rounds de boxe. Et à la fin d'un combat en IFC, on a un classement, on fait partie d'une catégorie. Et donc, on peut après affronter ceux qui sont au-dessus. Et voilà, mais dans un temps plus espacé, c'est-à-dire tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pas plutôt que. Et les championnats du monde se rapprochent plus de la Coupe du monde de foot, c'est-à-dire qu'il y a les quarts de finale, les demi, les finales. Donc voilà, c'est juste pour expliquer la différence. Et en gros, essayer de le médiatiser. Donc ça, on y est bien arrivé. On a eu beaucoup de presse, de médias. Mais ça, après, c'est du fait. C'est inhérent au chessboxing. Ça intéresse forcément, ça interpelle les médias. Et donc, le médiatiser, le faire connaître sous un autre angle, sous l'angle vraiment du show, sous l'angle de la compète, sous l'angle un peu du strass et des paillettes. Dans le sens où un peu ça brille un peu, mais si tu veux, c'est aussi pour moi ce qui est très important, c'est que dans notre travail, il faut absolument, bien sûr, travailler sur l'aspect fédéral, créer les clubs, tout ce qu'on fait de façon associative, voilà. Mais en même temps, cela n'empêche pas d'avoir une compétition qui, à un moment donné, peut faire rêver, qui peut donner envie et qui peut montrer que c'est possible à tous les combattants qui vont s'entraîner tous les dimanches dans leur club. Parce que, et ça, encore une fois, c'est cette dualité de chessboxing. C'est des oxymores, tu vois. Vraiment. Moi, je sais que quand je mets la casquette de la Fédé et que le matin, on va dans des clubs à 8 heures du mat, voir des entraînements, et qu'à côté de ça, on fait un IFC, je me rends bien compte des deux univers. Mais je pense que ces deux univers ont besoin les uns des autres pour coexister et pour grandir. Je ne crois pas, et ça, encore une fois, je me sers du chessboxing, de ces deux dimensions, de ces deux contraires qu'on croit être la boxe et les échecs, mais qu'au final, ça semble. Si tu veux, moi, mon objectif, c'est ça ma vision. C'est de se dire, OK, on va faire rêver les gens via cette compétition. Et en fait, c'est les retours que j'ai, moi, non seulement des combattants français qui veulent tous venir en IFC, mais aussi des combattants étrangers. Quand on va au championnat du monde en Arménie, j'ai beaucoup de combattants de chaque pays qui viennent me voir et qui me disent,
on rêve de venir faire un IFC. Et le fait de voir que, ben voilà, il y a cet engouement, en tout cas, on est d'accord, hein, c'est dans le petit milieu du chessboxing, mais quand même, ça commence à vraiment à prendre forme, enfin en tout cas à s'imposer comme étant des combats de référence. Et de toute façon, ça ne peut que être ça parce que sportivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la compétition qui a le plus de sens et qui est le plus et qui est la plus révélatrice du niveau sportif de chaque combattant. Guillaume, on va s'arrêter pour cette première partie. Merci. Et on continue dans 2 semaines, donc pour la suite de l'entretien. Là, on a pu, voilà, déblayer, creuser ton parcours, les origines, comment on en est arrivé là. Et la prochaine fois, on ira creuser plus sur la fédération, les problématiques et les objectifs qu'on rencontre aujourd'hui. Et j'ai, pour terminer, 2, 3 questions que j'ai très envie de te poser. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.